Les années sombres. En décembre 1980, un patient du Congo, en fait Kinzangani, anciennement Stanleyville, était hospitalisé ici avec une méningite à cryptocoque, des lymphadénopathies généralisées. Ils furent biopsiés, c'était du sarcome de Kaposi. Et après le décès, on a trouvé le sarcome de Kaposi également dans les poumons. Alors n'importe quel stagiaire ferait aujourd'hui le diagnostic d'un cas de sida typique. Mais en décembre 1980, ce fut une maladie qui n'existait pas encore. Et en fait, l'ère du sida commence le 6 juin 1981, quand furent publiés dans le MMWR, le Morbidity Mortality Weekly Report du Centre de contrôle des maladies Atlanta aux États-Unis, le rapport d'une poignée de cas chez des hommes homosexuels et qui souffraient d'infections et de sarcome de Kaposi inexpliqué. Le premier cas diagnostiqué par Daniel Lev, en fait, à Genève, était en juillet 1982, quand fut évoqué la première fois le diagnostic du sida chez une patiente de 43 ans, hospitalisée avec une pneumonie à pneumocystis. Comme vous pouvez voir, l'évolution n'était pas favorable et le rapport d'autopsie était signé par quelqu'un qui, par la suite, était très connu dans la République, comme vous voyez. Le premier de nombreux conseillers d'État que je vais mentionner. Mais d'où vient donc le VIH? Et à quand se situe le vrai début, le premier cas probable chez l'homme? L'origine du VIH était élucidée par l'équipe de Beatrice Hahn, une Allemande qui travaille maintenant avec son mari à Alabama, aux États-Unis, et qui a rassemblé autour d'elle ce qu'elle appelle lui-même des collectionneurs de merde. C'est-à-dire, c'est une méthode qui permet, sans capturer ou tuer des animaux, de faire une épidémiologie des virus contenus dans les selles qu'on collectionne donc dans la jungle africaine. Plus de 7000 échantillons de selles ont été collectionnés et analysés. De cette façon, on peut construire une sorte d'arbre généalogique des virus contenus dans ces selles et on peut mettre en relation les virus humains qui causent plus de 99% des cas de sida, les virus HIV1 de type M, comme M, et on peut les mettre en relation avec des virus isolés des singes. Et vous voyez ici, à droite, que les parents les plus proches des virus humains proviennent des chimpanzés, en fait des chimpanzés assez particuliers qui vivent au Cameroun. Ce qui ne nous explique pas encore quand l'épidémie humaine a commencé. Eh bien là, il y a une certaine incertitude, parce que vous n'y étiez pas quand le premier chimpanzé a mordu le chasseur, ou le chasseur s'est blessé avec son couteau en dépeçant un chimpanzé. Il faut déduire le début de l'infection par la montre moléculaire. Alors, qu'est-ce que c'est une montre moléculaire? Le VIH se diversifie sans arrêt. Le plus qu'on avance dans l'épidémie, le plus les séquences des virus divergent. Du degré de divergence, on peut donc déduire l'ancienneté de l'épidémie. Il existe 2 isolats de Kinshasa au Congo, datant de 1951 et de 1961, qui divergent déjà de 12% dans leur séquence. Et la meilleure estimation pour la première infection chez l'homme, le passage du chimpanzé à l'homme, date de 1921, avec un intervalle de confiance de 1909 à 1933. Voici un mappemonde où la taille des cercles indique la taille de l'épidémie et les couleurs la diversité du virus.
Notez surtout la différence entre l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud. En Afrique centrale, grande diversité, une épidémie de taille modeste. En Afrique du Sud, une énorme épidémie relativement homogène, car en grande majorité, plus de 95%, dû au sous-type C du virus HIV-1M. Gardez ça en tête, j'y reviendrai plus tard. Revenons à Genève. Je vais vous parler de deux patients appelés S et D et qui illustrent le début du diagnostic ici à Genève. Vous vous rendez bien compte qu'avant un diagnostic de laboratoire fiable, le diagnostic était difficile. Il se basait sur des signes qui n'étaient pas entièrement spécifiques, des infections, des tumeurs qu'on pouvait observer hors VIH. Le patient S était un fonctionnaire international qui a fait des longs séjours en Afrique. En janvier 1983, il a souffert de thrombocytopénie idiopathique. Il a atteint une rémission sous prednisone, mais en août, il est revenu avec une encéphalite, des troubles de la conscience, et on a fait une biopsie cérébrale qui a montré, ça c'est un extrait de la ponction lombaire avec des cellules malignes que vous voyez ici, et une biopsie cérébrale qui a établi le diagnostic de lymphome du cerveau. Une localisation inhabituelle pour un lymphome est typique du VIH. En même temps, printemps 1983 donc, on avait vent de recherches qui se faisaient dans le laboratoire de Luc Montagnier par une dame, Françoise Barré-Sinoussi, et on envoyait le sérum dans ce laboratoire. Il y a eu une publication, j'y reviendrai encore, de mai 1983, qui montrait l'isolation d'un rétrovirus à partir d'une biopsie de ganglions. Et les sérums de certains patients suspects de sida réagissaient avec ce virus. C'était le cas de notre patient S, qui était donc le premier diagnostiqué par un examen de laboratoire à Genève par une méthode qui s'appelle l'immunoprécipitation. L'immunoprécipitation, c'est précis et spécifique, mais c'est très mal adapté à une utilisation de routine. Ça prend quasiment une journée par labyrinthine, par échantillon. Et donc, on attendait des méthodes plus pratiques, appelées ELISA et Western blot. Concernant l'ELISA, Enzyme Linked Immunosorbent Assay, il y avait un deuxième patient de Genève qui avait pris une certaine importance, je vais l'appeler Diwani. En printemps 1983, il y avait un Suisse, il s'appelle Jörg Schupach, vous le voyez ici, qui travaillait dans le laboratoire de Bob Gallo aux États-Unis. En juin 1984, en préparant mes vacances aux États-Unis, j'ai collecté 200 séras de différents patients, y inclut une centaine de requérants d'asile du Congo. Alors j'ai pris ce paquet avec moi sous le siège dans l'avion, congelé. C'est très peu confortable parce que ça refroidit le derrière, mais je n'ai pas osé le mettre en haut puisque ça fume, n'est-ce pas? C'est pas même à cette époque, ça aurait inquiété les autres passagers. Bon, j'arrive aux États-Unis, je le poste à Jörg Schupach et j'ai un peu oublié ce que j'avais fait. Mais en septembre, après mes vacances, je reviens un jour dans mon laboratoire, je m'occupais de méningocoques à l'époque. Et là, il y avait la laborantine, je vais l'appeler Françoise, qui pleurait. Pourquoi? Elle avait un petit copain congolais. Elle avait mêlé son sérum à ceux des requérants d'asile et c'est revenu positif. Alors, c'était le drame, comme vous imaginez. Mais c'est Luc Perrin qui est venu à la rescousse. Entre-temps, lui, il avait perfectionné une autre méthode dans son laboratoire, le Western blot. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais les bandes noires signifient que quelqu'un est séropositif. Alors, vous voyez le sérum de S à gauche, clairement positif, et le sérum de D à droite, entièrement négatif. En fait, la méthode développée dans le laboratoire américain à cette époque souffrait de nombreux résultats faux positifs, notamment chez les Africains.
et cet épisode m'a bien enseigné l'exigence de qualité qu'on devrait avoir vis-à-vis de ces tests. Heureusement, ma méfiance initiale vis-à-vis du dépistage, y inclut le dépistage des transfusions, n'était pas justifiée parce que les tests VIH sont maintenant les plus sûrs de tous les tests médicaux. Suite et fin pour ces deux cas. Monsieur S décède en 1983. Sa femme tombe malade en 1990 et décède de démence VIH en 1992. Diwani et François se marièrent et eurent 2 enfants, dont un qui a fait médecine à Genève avec ma fille Tiffany. Voici une autre histoire de ces patients très précoces à Genève, c'est le couple MOV. Je vais vous en parler parce qu'ils étaient de manière très étrange mêlés à la découverte même du VIH. Il s'agissait d'opposants du dictateur congolais Mobutu, maltraités dans les prisons du Congo, arrivés en Suisse comme requérants d'asile et souffrant entre 82 et 83 de plusieurs maux indicatifs de sida, entre autres des infections à Salmonella typhimurium à répétition, de l'herpès génital et zoster, de psychose, d'agitation, pour finir en démence. Tous les 2 sont morts en janvier 1984. Alors comment est-ce qu'ils ont été mêlés à la découverte du VIH? Et là, il faut que je vous parle rapidement de la controverse autour de cette découverte qui impliquait donc 2 personnes, Luc Montagnier et Bob Gallo. Alors on comprend mal le conflit qui les opposait si on ne parle pas un peu de leur personnalité. Luc Montagnier, c'était un professeur français, plutôt timide, très mauvais orateur en français et en anglais, il parlait, disons, comme un français. Et tandis que Bob Gallo, c'était une véritable vedette. Déjà avant le sida, il dirigeait un des plus grands laboratoires de recherche du National Institute of Health, inspirant donc une loyauté farouche parmi ses collaborateurs, par ailleurs mâle italien avec une très belle femme et encore une plus belle maîtresse, etc. Donc 2 personnages entièrement différents. On le voit ici entouré de journalistes et on s'imagine mal aujourd'hui l'effervescence autour du VIH et autour de Bob Gallo. La première fois que je l'ai vu, je me souviens très bien, c'était à Bruxelles lors d'un congrès. Alors le soir, je me promenais dans la zone piétonne de la vieille ville de Bruxelles. Et soudainement, je vois 2 camionnettes avec des lumières, des caméras, etc. Et qu'est-ce qu'ils filmaient? Ils filmaient Bob Gallo qui bouffait des moules dans un restaurant. Entre-temps, en France, il y avait cette équipe à l'hôpital Saint-Louis, notamment Willy Rosenbaum, que vous voyez à gauche, qui avait des malades très suspects de VIH, notamment un qui s'appelle Brugière, où on a fait une biopsie ganglionnaire. Alors Rosenbaum a apporté cet échantillon dans le laboratoire de Luc Montagnier, où Françoise Barré, que vous voyez ici à droite, a réussi à trouver une activité enzymatique indicatrice de la présence d'un rétrovirus, publié donc en 1983. Ils ont appelé ce virus LAV, Lymph Adenopathy Associated Virus, BRU à cause du nom du patient. C'était un patient donc homosexuel avec lymphadénopathie et comme j'ai déjà dit, ils ont montré qu'une série de malades sidéens ont des anticorps contre ce virus. Alors, cette découverte était à la base d'un test diagnostique développé par les instituts Pasteur. Une année plus tard, l'équipe de Gallo rapporte l'isolation de ce qu'ils ont appelé HTLV-3SF, provenant d'un patient homosexuel de San Francisco, et montre qu'une série de patients sidéens ont des anticorps contre ce virus, et ceci fut la base d'un test de diagnostic développé par les laboratoires Abbott. Ce qui est moins connu, c'est qu'en automne 1983, un collaborateur de Gallo, qui s'appelle Misha Popovic, est venu à Genève et a obtenu du professeur Maurice, professeur d'oncologie ici à Genève, du plasma du couple MOV. En 1987,
les techniques de séquençage génomique ont suffisamment avancé pour qu'on ait pu comparer les séquences d'HTLV3 SF et de LAV BRU. Et on a trouvé qu'ils étaient identiques. Bon, on n'a pas tout de suite réagi à ça. C'est les deux virus, c'est une confirmation qu'il s'agissait du même virus. Mais il y a problème. Le virus est variable et deux séquences identiques du virus VIH proviennent du même échantillon. Alors comment ça joue? On voit tout de suite qu'il y a problème. En 1990, le journaliste américain John Crutzen publie une violente attaque contre Gallo dans le journal Chicago Tribune, puis dans un livre, vous voyez ici la couverture, l'accusant entre autres d'avoir volé le virus de Montagnier. Et il y a eu une commission d'enquête du NIH. Ils ont investigué ce qui s'est passé dans le laboratoire de Gallo et ils ont vu que l'isolation de HTLV3-SF réussissait suite à une mise en culture de 9 patients, d'échantillons de 9 patients différents, parmi eux le couple MOV, par le docteur Popovic, qui a fait sa collecte de virus, comme j'ai dit. Par ailleurs, les cahiers de laboratoire appellent l'isolat qui finit par pousser tantôt HTLV3-SF, tantôt LAV, tantôt MOV, etc. Et cela ouvre la possibilité que le plus fameux des isolats du VIH provenait de Genève. Et en 1991, nous avons reçu une requête du NIH. Est-ce que vous avez encore des échantillons? On va voir ce qui en est. On en avait encore. Tous ces virus furent séquencés et comparés et la solution était très surprenante. Le premier résultat, c'est qu'il est vrai que Gallo a réisolé un virus que lui ont envoyé Barré et Montagnier. Le virus appelé 3SF par Gallo n'est pas de San Francisco. Mais la deuxième trouvaille, c'est que le virus appelé LAV BRU par Barré et Montagnier ne provenait pas de Frédéric Brugière, mais d'un autre patient, Christophe Laillé. Le LAV-LAI a contaminé une culture de LAV BRU à Paris, fut envoyé chez Gallo, puis a de nouveau émergé de la soupe à Popovic. Et donc, plus tard, M. et Mme Mauve n'ont pas eu de gloire posthume. Gallo et Popovic ont reçu un blâme du NIH en 1992. Et les accords financiers entre Abbott et Pasteur ont été revus en 1994 avec davantage de fonds à la Pasteur. Il s'agissait quand même de 30 millions de dollars. Et quand le prix Nobel fut attribué en 2008, il y avait Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier, sans mention de Bob Gallo. Parlons maintenant un peu de l'image du sida pendant ces années-là. Pour moi, cette image-là est emblématique. Vous vous souvenez peut-être que cette image a été distribuée largement par entremise de Benetton. Il s'agit d'un patient qui s'appelle David Kirby et ses parents que vous voyez ici sur l'image ont souhaité qu'on le montre sur son lit de mort pour alerter le public au danger que représente le sida. Donc, une image faite de sexe et de mort pourrait être plus lapidaire que ce dessin-ci. Et dans l'arrière-fond, l'augmentation inexorable des cas, suivie une année plus tard de l'augmentation pareille des décès. Ceci a fait, évidemment, a créé des peurs irraisonnées de la discrimination. Voici un exemple. Le premier article que j'ai trouvé mentionnant le sida à Genève date du 19 août 1983, où on parle d'une patiente qui est pour le moment dans un SAS en complet isolement, c'est-à-dire qu'elle est soignée au moyen de bras manipulateurs. Bon, alors là, j'ai écrit ma première lettre à l'éditeur en disant que quand même, à l'hôpital, on ne traitait pas les gens comme des déchets radioactifs. Il y a eu des réactions de solidarité, par exemple, en mémoire des nombreux décès, cette tradition américaine qui veut qu'on fait des édredons en patchwork, parfois des parfaits inconnus.
Ces édredons étaient exposés lors des congrès sur le sida. C'était très impressionnant. Vous n'êtes pas prêt à oublier quand vous avez vu ça une fois. J'ai dit des parfaits inconnus, mais pas seulement. Il y a aussi eu des gens très connus qui sont morts du sida. Un qui a eu une grande influence, c'est la vedette de cinéma américaine Rock Hudson. Vous le voyez ici, à droite, pendant sa maladie. Évidemment, il a caché son homosexualité pendant toute sa carrière. À gauche, vous le voyez ensemble avec Elizabeth Taylor. Et si j'ai choisi cette photo, ce n'est pas un hasard, parce que Elizabeth Taylor s'est distinguée en fondant la plus grande organisation caritative dédiée au sida, AMFAR, et a contribué argent et de son temps à cette organisation. Elle n'était pas la seule. La mort de Rock Hudson aurait aussi beaucoup influencé le président américain Reagan, qui le connaissait comme collègue de son temps de Hollywood, et a contribué à ce qu'il accepte la réalité du sida et commence à prendre des mesures. Il y a eu d'autres, Freddie Mercury par exemple, plus près de chez nous, Jorge Don, qui est mort à Lausanne, Rudolf Nureyev, Thierry Leluron, Cyril Collard, un cinéaste qui a décrit ces années de début de sida dans un film controversé qui s'appelle Les Nuits Fauves. Il y a le philosophe Michel Foucault et de nombreuses personnes de son groupe, par exemple Hervé Guibert, qui a écrit 2 livres de son expérience avec le monde médical, assez déprimant pour quelqu'un qui fait maintenant, dirige maintenant la commission d'éthique, parce que cet intellectuel de haut vol, on se rend compte en lisant ses livres qu'il n'a strictement rien compris au formulaire d'information et de consentement qu'il a pourtant signé. C'est pas sympa. Retour à Genève, donc, la réaction des organisations internationales. L'OMS a été relativement lente à réagir. L'unité SIDA de l'OMS ne fut fondée qu'en 1986, mais ils ont eu la chance de recruter comme directeur Jonathan Mann, un homme extrêmement énergique et charismatique, que vous voyez ici à gauche. Il faut peut-être aussi mentionner Joop Lange, fondateur de l'International AIDS Society, également à Genève. De manière bizarre et macabre, les deux sont morts de la même façon. Jonathan Mann, dans la chute de l'avion SR-111 près de Halifax au Canada, et Joop Lange tiré par cette missile qui a abattu le vol MH11 au-dessus de l'Ukraine, accompagné chaque fois par leur épouse. Autre personnalité, Peter Piot, le premier directeur de ONU-SIDA, et puis Michel Kazatchkin et Marc Diboul qui dirigent le fonds AIDS, tuberculose, malaria, dont je parlerai en novembre. Il y a dans ces années quand même eu des progrès dans le diagnostic, la prévention et le traitement des infections. Voici une statistique du nombre de cas de PCP à Genève par 100 patients avec des CD4 de moins de 200. Vous voyez que la prévention par pentamidine en inhalation puis par cotrimoxazole était quand même extrêmement efficace. Il y a eu la découverte de nouveaux agents pathogènes, par exemple d'une mycobactérie qui porte maintenant le nom de notre ville, comme vous voyez ici sur l'affiche d'un journal qui n'existe plus par ailleurs. Il y a eu la fondation de l'étude suisse de Cort. Alors ça, c'était une idée de Bertino Somaini, qui dirigeait à l'époque l'office de l'OFSP, qui se consacrait au sida, ensemble avec Michel Glauser, l'infectiologue de Lausanne, Félix Kutzwiller, qui a dirigé l'Institut de médecine sociale et préventive à Zurich, et ensuite devenu politicien. C'est celui de gauche, je précise. Et puis Rudi Luthi, mon collègue de Zurich. Alors, voici quelques chiffres de cette entreprise qui est devenue l'étude de Cort. Alors, vous voyez plus de 1000 publications, des dizaines de milliers de patients, des diagnostics de sida, d'ordonnances, consultations, etc. Une base de données extrêmement précieuse qui a fourni des renseignements utiles
est scientifiquement important à de nombreuses occasions. Elle a fait des petites, il y a maintenant plusieurs autres cohortes financées par le Fonds national, par exemple concernant les infarctus, concernant les transplantés, concernant les maladies inflammatoires du côlon, etc. Mais il y a eu aussi des fausses pistes. Alors parlons un peu de ces fausses pistes. Un canard qu'on a vu à répétition ces années, c'est que le sida s'était échappé d'un laboratoire où des scientifiques fous ont bricolé quelque chose. C'est évidemment, il n'y a jamais eu d'évidence que quelque chose soit arrivé. Il y a eu des traitements qui avaient ceci de comment d'être extrêmement efficaces et extrêmement bon marché. Mais vous voyez ici, par exemple, les immunostimulateurs en haut à gauche, les époux Beljanski et leur extrait de plantes, le bon docteur Medenica, c'était un escroc qui a corrompu beaucoup de médecins à l'hôpital Continental et fini à Chandolon, les zonars à l'ozone, le germanium et j'en passe. Un temps, je recevais tous les mois des communications avec un orthographe plus ou moins original. Alors vous voyez ici, on reçut ces communications, Bill Clinton, Boris Yeltsin, Jacques Chirac et Helmut Kohl et moi. Donc ce qu'on peut en dire, c'est qu'il faut répéter ce qu'a dit le journaliste américain H.L. Mencken. For every problem, there is a solution that is simple, neat and wrong. Des grands journaux s'y sont mis, par exemple Genève Homme Information. Et là, j'ai écrit ma deuxième lettre à l'éditeur. Je vous fais grâce des détails, juste la chute. Depuis 10 ans que je m'occupe du sida, j'ai lu beaucoup de choses intelligentes sur le sujet, beaucoup de bêtises. Dans cette dernière catégorie, l'article de M. Ecker établit un nouveau record. Alors ça m'a fait beaucoup de bien d'écrire ça. Si ça a convaincu quelqu'un, je ne sais pas. Plus sérieux, mais à peine, il y avait le professeur Duesberg. C'était un virologue américain, membre de l'Académie américaine des sciences, d'origine allemande, et qui a écrit un livre de 704 pages sur la non-relation entre le VIH et le sida. Alors j'ai été confronté de manière assez brutale au dire de M. Duesberg, quand ma sœur, en 1987, qui habite Zurich, m'a téléphoné pour me demander si c'est vrai que j'étais maintenant engagé par Wellcome, la firme pharmaceutique. Alors, moi, je tombais des nues, et en fait, 2 semaines auparavant, j'avais reçu un appel de Zurich d'un dénommé Müller, journaliste à la Weltwoche, pour ceux qui savent pas, c'est un hebdomadaire zurichois à l'époque du centre-gauche, maintenant plutôt près de l'UDC, avec une certaine réputation, qui me disait qu'on lui aurait parlé à Zurich de mon talent didactique et qu'il viendrait à Genève pour discuter des thèses d'un certain monsieur Duesberg. Alors moi, j'étais évidemment flatté, jeune chef de clinique, mon talent didactique dont la renommée avait dépassé le rideau de Rushdie. Et j'ai reçu monsieur Müller quelques jours plus tard, qui faisait pitié à voir, il était cachectique, il arrivait à peine de monter les escaliers vers le bureau que j'avais à l'époque. Il y avait des lésions de sarcome de Kaposi du visage, mal cachées par du fard. Il était très bien informé sur le VIH. En 2 heures d'entretien, je le convainquais de la fausseté des thèses de Duesberg. Il y a une séance photo devant l'hôpital et il a écrit quelques jours plus tard son article, dont je résume 2 points principaux. Primo, le VIH n'a rien à voir avec le sida. Secondo, c'est une conspiration pour vendre de l'AZT. Des médecins peu scrupuleux, notamment le docteur Hirschel de Genève, photo à l'appui, sont payés par l'industrie pharmaceutique pour empoisonner les malades sous prétexte de combattre un virus non existant. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut d'abord être content que personne lit la Weltwoche à Genève. Mais j'ai quand même cherché des explications. Alors, l'explication, c'était que ce monsieur Müller était connu comme un loup blanc à Zurich. Il se mettait dans tous les colloques à l'hôpital universitaire, posait des questions irrélevantes, était intarissable, et personne ne voulait lui parler jusqu'à ce que quelqu'un a trouvé la solution en disant « À Genève, oui, il y a le docteur Hirschel qui parle même le suisse allemand et qui a un grand talent didactique qui peut vous expliquer. »
j'ai téléphoné au rédacteur en chef de la Weltwoche, qui était, il faut dire, bien embarrassé. Il m'expliquait que M. Müller était bien malade, que c'était un peu son testament et qu'il avait bien vu que cet article était un peu problématique, mais qu'il n'avait pas eu le cœur de le lui refuser. Il m'a offert le droit de réplique sur une page entière, et coïncidence, le jour où est parue cette réponse est aussi paru le certificat de décès, l'avis mortuaire de M. Müller. Bon, on peut en rire, mais l'ignorance de l'origine du sida n'est pas toujours drôle. Et on le voit quand on compare l'expérience du VIH en Thaïlande et en Afrique du Sud. Il faut savoir qu'à la fin des années 80, en Thaïlande et en Afrique du Sud, il y avait indication que quelque chose se tramait. On commençait à avoir des infections, surtout autour des milieux de la prostitution. En Thaïlande, plusieurs pourcents des recrues, donc des hommes, étaient infectés. Et en Thaïlande, il y a eu une campagne exceptionnellement énergique de prévention. C'est surtout dû au ministre de Santé, qui est connu comme Michai préservatif, et qui a organisé tout le pays dans le combat contre le VIH. Rien de tel en Afrique du Sud. Vous voyez la différence dans les infections. En Thaïlande, en bleu, le pourcent des femmes qui venaient accoucher, qui étaient séropositifs, est un peu monté jusqu'à presque 2% et ensuite diminué. Il est maintenant en dessous de 0,1%. Tandis qu'en Afrique du Sud, ce pourcent est monté de 0,8 jusqu'à 24,5%. Dans une époque où on savait très bien ce qu'il fallait faire pour prévenir l'extension du virus. Quelle est l'explication? Il y en a probablement plusieurs. Ce qui est certainement important que les politiciens sud-africains étaient occupés ailleurs. Vous voyez, c'était la période de la fin de l'apartheid. Il y a ensuite eu Mandela, qui faisait peu contre le VIH jusqu'à ce que son propre fils en est mort. Et puis il y a ensuite eu son successeur, Mbeki, qui lui était un adepte des thèses de Duisberg. Par tous les moyens, il a combattu l'idée qu'il y avait une relation entre le VIH et le sida. Aidé par sa ministre de Santé, c'était Madame Tchabalala, qui a voulu guérir le sida par de l'ail et des herbes et des coutumes africaines. Il a convoqué une commission de personnes qui niaient l'existence du VIH, et il a fallu attendre en fait l'arrivée de Zuma en 2008 pour que la situation change de fond en comble. La mobilisation des populations concernées est un chapitre dont il faut parler maintenant. Alors, aux États-Unis, la personne qui était le plus en vue s'appelait Larry Kramer, un écrivain pour des pièces de théâtre, télévision, film, etc. Et il a donc fondé l'association ACT UP. L'origine est américaine, on n'en a pas vu trace dans le film 120 battements par ailleurs. Et il y allait il y allait fort. Il disait dans un open letter to an incompetent idiot, Dr. Anthony Fauci of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, qu'il appelait assassin. Bon, les tactiques très agressives de ACT UP ont amené une scission à l'intérieur du mouvement parce que certains des activistes et militants les jugeaient peu productifs. À Genève, l'association Dialoguer fut fondée en 1981. Elle fête aujourd'hui sa 35e, en 82, elle fête aujourd'hui sa 35e année. Dès le début, ils se sont intéressés aux problèmes du VIH. Ils ont publié des dossiers, parfois difficiles à lire pour ceux qui croient dans le vertu et les qualités de l'hôpital cantonal, par exemple les cahiers noirs de l'hôpital cantonal de Genève, qui parlaient de confidentialité, du secret médical, de discrimination, de coordination qualité des soins, etc. Ils ont aussi publié sur les assurances maladie et ont joué un rôle
dans l'introduction de la trithérapie. J'en parlerai le 7 novembre. Il y a eu André Ratti, un journaliste à la télévision suisse allemande, qui, dans les nouvelles du soir, s'est annoncé séropositif en direct et qui a fondé l'Aide suisse contre le sida. Vous le voyez ici à droite en compagnie de Beat Roos, directeur de l'Office fédéral de la santé. Et à Genève, il y a eu par la suite la fondation du groupe SIDA Genève du début 1987, dirigé donc au début par Michel Heusermann. Il y a aussi eu la maison. Vous voyez là une photo prise à l'inauguration que Joël Winch m'a donnée. Joël Winch l'a dirigée, mais très modestement, elle n'était pas sur la photo, mais vous pouvez la voir en chair et en os ici devant. Il y a eu plusieurs personnages qui ont joué un rôle. Dominique Roulin, qui est aussi là, le pasteur VIH, Ruth Dreyfus, qui dirigeait le département fédéral de l'intérieur à l'époque, Philippe Nordman de Manor, qui a financé le tout, et Guy-Olivier Second, le conseiller d'État responsable de la santé. Et peut-être plus important encore, Sylvie Albert. Vous voyez qu'elle est déjà très marquée par la maladie, qui a coupé le ruban et qui est décédée quelques mois plus tard à la maison. On s'occupait du sang. Heureusement, comme titrait le journal, le sang suisse reste propre. Pas tant que ça, parce que quand même, on a découvert 4 donneurs séropositifs à Genève, à raison d'un don tous les 3 mois, ça fait quelques infections quand même, 4 à Lausanne, 20 à Berne. Voici encore un autre conseiller d'État qui s'est distingué à l'époque. J'ai voulu trouver une photo de Mauro Poccia jeune, mais c'est très difficile. Si vous cliquez Mauro Poccia dans Google et ensuite cliquez sur image, vous trouvez à tous les coups une photo de Pierre Maudet. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Bon, lui a donc atteint pour ses clients hémophiles une rémunération pour l'infection VIH. Si c'est pour les victimes des transfusions, c'est grâce à ses efforts en 1982-83. Ça nous amène à parler du sang contaminé, et ceci concerne surtout la transmission du virus par voie intraveineuse. On ne peut pas exagérer l'importance qu'avait l'utilisation des drogues intraveineuses à l'époque dans la propagation du VIH. C'était de loin le groupe à risque le plus représenté par nos malades, plus que 2 fois plus que les hommes homosexuels. Ces photos de la scène ouverte de drogue à Zurich ont choqué le monde. À Genève, on n'avait pas de scène ouverte, mais on n'en faisait pas moins très bien pour propager le virus. Vous voyez ici trois moments dans l'épidémie. On avait des échantillons d'une centaine de toxicomanes à chaque fois, en novembre 1981, en mars 1983 et en juin 1985. Et vous voyez à quelle vitesse le virus s'est propagé. Qu'est-ce qu'il fallait faire? On avait déjà, à l'époque, les traitements substitutifs de méthadone. Mais c'était une spécialité du docteur Jean-Jacques Teglon qui avait mis en place les premiers traitements substitutifs en 1977. Mais il était de loin pas unanimement reconnu. En fait, vous le voyez un peu, on peut le deviner sur cette photo, il n'a pas vraiment l'air d'un psychiatre typique. Et sa personnalité avait sur certains psychiatres de l'école intellectuelle psychanalytique l'effet d'un drapeau rouge sur un taureau. Et il était extrêmement contesté, on l'accusait de tous les maux, y inclut de s'enrichir sur le dos des toxicomanes, etc. J'étais très choqué par cet accueil parce qu'il me semblait qu'il fallait absolument faire quelque chose. Et à l'époque, par exemple, je disais à un psychiatre, je crois qu'il était directeur au président de l'association de psychiatres, et qui parlait un peu comme un curé, comme quoi il fallait être proche de ces
blessés de la vie, qui étaient les utilisateurs de drogue, etc., que s'il voulait être proche des blessés de la vie, il fallait qu'il ait son assemblée générale au cimetière de Saint-Georges. Sur quoi il s'est plaint, c'est le directeur médical, le professeur Alex Muller, qui m'a convoqué dans son bureau pour me dire qu'il était tout à fait d'accord avec moi, mais que peut-être les méthodes de confrontation chez les psychiatres n'étaient pas productives. On ne gagnait jamais contre les psychiatres, disait-il, et que si je disais quelque chose, il allait faire exprès pour retarder leur nécessaire changement d'opinion. Bon, je me suis tu après, mais je me suis toujours demandé si c'était juste, parce qu'à l'époque, il y avait donc 20 ou 30 nouvelles infections par mois parmi les toxicomanes, et si on avait gagné 6 mois pour l'introduction de l'échange des seringues et le traitement de substitution, on aurait protégé pas mal de monde. Je voudrais ici rendre hommage à Annie Minot. C'était une autre psychiatre qui est venue à Genève de Paris par Santiago de Chile ou par ses convictions politiques qu'elle avait travaillées. Elle est donc venue suite à la chute d'Allende et qui, au début, était très opposée au traitement de réduction de risque. Mais elle a changé d'avis à un tel degré que maintenant, la réduction des risques est associée à son nom et à ses travaux. C'est des seringues propres, le bus qui échangeait des seringues, le quai neuf, les pharmacies, les traitements de substitution par méthadone et héroïne, et les conseillers d'État successifs, Jacques Vernet puis Guy-Olivier Second, ont réussi à garder un consensus politique à Genève autour de cette politique de réduction des risques. On ne dirait jamais assez que c'était un énorme succès. Vous voyez ici à droite, la courbe noire, c'est le nombre des nouvelles infections diagnostiquées entre 1985 et 2001. Bon, le premier pic, c'est un effet de rattrapage, puisque les tests furent introduits. Mais ensuite, vous voyez que les nouvelles infections en Suisse ont diminué d'environ 2000 à environ 500. Mais à l'intérieur de ces infections qui subsistent, vous voyez que le pourcent qui est dû aux drogues a diminué de manière très importante. Et si on regarde maintenant, quel en est-il? Eh bien, entre 2010 et 2015, vous ne voyez plus, pratiquement plus, d'infections par utilisation de seringues sales. C'est les courbes bleues qui sont ici chez les hommes et ici chez la femme. Ça se confond avec le 0. Voilà. Alors, sur cette note, je termine donc la première partie. Merci beaucoup.